OK, donc on avait discuté la deuxième question. On avait dit, puisqu'on nous demande dans une classe programme calcul d'écrire un programme qui construit un vecteur qui contient pour chaque élément d'indice i, il contient trois choses. Il contient le factoriel de i, la puissance i au carré et la somme des i valeurs multiples de 2. Voilà. Et là, donc, on vous dit, on définira une classe supplémentaire si nécessaire. On avait discuté, bon, qu'il fallait définir une classe avec trois attributs. J'avais bien écrit dans le chat. Une classe avec trois attributs. On va mettre juste un constructeur. Les trois attributs vont correspondre à une valeur de factoriel, une valeur de puissance et une valeur de somme, somme n2, somme des, n, des premières valeurs positives et paires. Voilà, donc, et là, donc, ma classe, je vais l'appeler classe élément. La classe qui contient les trois attributs, je vais l'appeler classe élément. Voilà, donc vous lisez la diapo, s'il vous plaît. Là, on vous donne en fait des détails. Vous m'entendez bien? Ça va? Le son, il est bon? Oui, D'accord. Voilà, donc regardez la classe élément, comment je la définis. En fait, là, les attributs, je les ai appelés fact, quiz et somme, mais j'aurais pu les appeler x, y, z. Hein. D'accord? Ça, c'est juste pour dire que après, ça va être une valeur de factoriel, une valeur de puissance et une valeur de somme. Mais j'aurais pu très bien les appeler x, y et z. Et je sais que le x, après, pour moi, ça va être le factoriel. Le y, ça va être la puissance de i au carré. Et la somme, ça va être la somme des i valeurs positives, paires. Voilà, donc cette classe, voilà, elle a trois attributs, je les ai déclarés privés. Et voilà, donc le constructeur élément, donc je lui fais passer trois paramètres. Comme ils ont le même nom que les attributs, j'ai utilisé la référence this, this.fact égale fact, this.puce égale puce et this.somme égale somme. Tout simplement, il ne fait que l'affectation des valeurs de paramètres aux attributs. Après, j'ai ajouté un affichage, donc une méthode affiche, qui va m'afficher donc un élément, elle va m'afficher le premier attribut, ensuite le deuxième attribut, ensuite le troisième attribut, séparés par des tabulations pour avoir un affichage clair. OK, donc elle est très simple, la classe élément, mais il fallait penser à l'écrire. Le vecteur, s'il vous plaît, maintenant on me dit il faut créer un vecteur de taille n. Donc je reviens à la question. Pour créer un vecteur de taille n, et pour chaque élément, donc j'aurai le factoriel, etc. Donnez-moi juste l'instruction. Vous avez entendu ma question?
Allô? Madame, vous pouvez revenir à la classe élément. Une minute. La classe élément, oui. J'ai dit, donnez-moi l'instruction de création du vecteur qui va contenir pour chaque élément une structure à trois champs. Élément V Élément reçoit V, new élément. élément V égale new élément de n. Oui, c'est ça, tout simplement. Voilà, je vois sur le chat. Donc, je lis la valeur de n d'abord. Après, donc, élément V avec des crochets égale new élément de n. Là, je crée un vecteur de référence. Ça ne veut pas dire que j'ai créé les éléments. J'ai créé des adresses nulles. Mais après, je devrais créer les éléments. C'est comme tout à l'heure pour ouvrage. On avait fait ouvrage V égale new ouvrage de N, mais en fait, à ce stade, je vais avoir des nuls dans le vecteur. Et après, on a fait une boucle. À chaque fois, on fait new ouvrage. V de I égale new ouvrage pour créer l'ouvrage, carrément l'espace d'un ouvrage. C'est la même chose qu'on va faire ici. Donc après, on va faire une boucle. Et pour chaque élément V de I, on va faire V de I égale new élément. Et on va renseigner les trois champs de éléments. D'accord? On va renseigner les trois champs, le champ qui doit contenir le factoriel, le champ qui doit contenir la puissance et le champ qui doit contenir la somme. Comment on fait pour renseigner les trois champs? Comment on fait? Pour un élément V de I, je vais renseigner le factoriel de I, la puissance I2, I au carré, et je vais renseigner la somme jusqu'à 2I. Comment je vais calculer ces valeurs pour chaque élément? On appelle la méthode calcul. En fait, on n'appelle pas la méthode calcul, on appelle les méthodes de la classe calcul. Calcul, c'est une Oui, classe. oui, oui, c'est ce que je voulais dire, oui. Voilà, je reviens à la classe calcul. Voilà, la classe calcul, elle est publique, d'accord? Elle contient trois méthodes statiques. Première méthode factorielle avec un paramètre. Deuxième méthode puissance qui retourne un float et elle a deux paramètres. Et la troisième méthode, somme N2, elle a un seul paramètre, donc jusqu'à n, et elle est statique aussi. D'accord? Donc, on va appeler, pour calculer les trois champs, on va appeler les méthodes de la classe calcul. Comment on va appeler les méthodes de la classe calcul? Calcul point la méthode, madame. Voilà, calcul, point le nom de la méthode, parce qu'en fait, c'est des méthodes statiques, on les appelle précédées du nom de la classe. Voilà. Voilà. Donc, regardez la solution. Vous lisez bien la diapo, hein?
Voilà, donc maintenant, on va essayer de comprendre ensemble cette diapo. Alors, donc je lis la valeur de n égale e.nextInt, élément v égale new élément de n. D'accord? Donc, création du vecteur de référence d'objet. Après, en fait, j'ai déclaré trois variables locales, f, p et s. F pour contenir le factoriel, p pour contenir la puissance et s pour contenir la somme. C'est des variables locales, des variables de travail dans cette méthode main. Alors, regardez ma boucle, bien sûr. En fait, maintenant, j'ai créé le vecteur de référence. Je devrais créer chaque élément V de I du vecteur. D'accord? Je devrais créer l'élément lui-même, la structure élément avec les trois champs. Donc, pour I allant de 0 jusqu'à N ou bien jusqu'à V.length, qu'est-ce que je fais? J'appelle calcul.factoriel de I. D'accord? Calcul parce que c'est le nom de la classe, point, nom de la méthode, factoriel de I. Le résultat, je le mets dans F. J'appelle calcul.puissance I2. Le résultat, je le mets dans la variable P. Et j'appelle somme N2 avec le paramètre I. Et le résultat, je le mets dans S. En fait, F, P et S, ça va être quoi? Ça va être les paramètres que je vais faire passer à élément pour créer l'élément. Et voilà ce que je fais. V de I égale new élément FPS. Voilà. Donc, j'appelle le constructeur de la classe élément, mais le constructeur, je vais les appeler avec des valeurs FPS que j'aurai calculées en appelant les méthodes statiques de la classe calcul. Est-ce qu'il y a des questions ou est-ce que c'est clair? Donc, les paramètres que je donne au constructeur élément, les paramètres que je donne, en fait, c'est des choses que je calcule au préalable. En fait, ce ne sont pas des choses ce ne sont pas des valeurs que j'introduis au clavier, par exemple. Là. OK. Je les calcule et ensuite je les fais passer en paramètres pour renseigner les champs de éléments, de l'objet élément. Et je fais ça pour chaque élément V de I. Voilà. Donc, vous voyez que les paramètres, ici, c'est le I. Pour factoriel, c'est le I. Pour la puissance, c'est le I avec 2. Et pour la somme N2, c'est le I. Voilà. Et ça va changer à chaque fois que je fais changer la valeur de I. Donc, les valeurs vont changer à chaque fois qu'on change la valeur de I. Là, on a construit le vecteur et chaque élément du vecteur, il pointe vers un objet de type élément. Voilà le schéma. Regardez le schéma. Vous avez votre vecteur V. Et là, donc, les cases en bleu, c'est des références. Initialement, avant de créer les espaces en orange, c'est les éléments. Les espaces orange, c'est les objets éléments. Avant de créer ces espaces orange, il y avait nul à l'intérieur des cases du vecteur. À chaque fois que je fais V de I égale new élément, le nul, il disparaît et j'aurai une adresse, une référence qui va pointer vers l'élément que je crée. L'élément qui contient à chaque fois trois champs. Voilà. Donc là, c'est une illustration schématique en fait, de la structure que vous allez avoir pour votre vecteur. Après, donc, on va les afficher, les éléments du vecteur. Une fois qu'on aura créé les éléments du vecteur, après avoir calculé le factoriel, la puissance et la somme pour chaque élément, qu'est-ce qu'on fait? On affiche pour vérifier si ça a été fait convenablement. Donc, pour chaque indice I, d'accord, je précise que je suis à l'indice I, je fais V de I.affiche. V de I.affiche, qu'est-ce qu'il va afficher? Je vais regarder donc la méthode affiche de la classe élément. Regardez qu'est-ce qu'elle fait. Elle affiche le premier attribut, c'est-à-dire le factoriel, ensuite la puissance, ensuite la somme. Et comme ça, je peux vérifier est-ce que les valeurs de factoriel, puissance et somme ont été bien calculées pour chaque élément du vecteur. Voilà. Donc, c'est cette méthode affiche que j'appelle. Pourquoi? Parce que le V, le V de I, c'est une référence de type élément. D'accord? Donc, quand j'appelle V de I.affiche, c'est la méthode affiche de la classe élément qui sera invoquée. Est-ce que c'est clair?
C'est clair, madame. Ok, donc là, voilà, donc on a fait juste le premier exercice de la série 3. Il nous reste l'exo 4 de la série 2 et je pense 2 ou 3 exercices de la série 3. Donc, ça sera pour, Inch'Allah, la prochaine séance. Là, je vais entamer le chapitre sur l'héritage. Prenez quand même le soin de reprendre les exercices, hein. Donc, voilà, on va commencer par quelques définitions. Alors, l'héritage, c'est quoi? En fait, c'est un principe de l'approche orientée objet. Quand je dis principe de l'approche orientée objet, que ce soit en conception ou alors en programmation, c'est-à-dire même lorsque vous allez faire de la conception en utilisant par exemple le langage unifié UML, vous allez avoir donc à représenter les liens d'héritage entre les classes. Alors, ce principe d'héritage, il permet de définir des classes par extension de classes déjà existantes. Ça veut dire que vous avez une classe, elle est là, une classe A par exemple, elle est là, elle a des attributs, des méthodes, elle est compilée, elle est prête à l'utilisation. Alors, vous pouvez bien sûr utiliser cette classe en créant ce qu'on a fait déjà, créer des objets, appeler les méthodes de la classe et ainsi de suite. Vous pouvez faire autre chose, c'est définir des classes par extension de la classe existante. C'est-à-dire que vous allez définir une nouvelle classe, mais vous n'allez pas répéter ce qui existe déjà dans la classe A. Vous allez juste étendre, vous allez faire un complément de la classe A dans votre nouvelle classe B. C'est ce qu'on appelle l'extension. Donc, on étend la classe A, on étend la classe A pour créer une classe B. Et dans la classe B, on ne va pas répéter ce qu'il y a dans la classe A. Et ça permet donc la réutilisation de code déjà écrit. Donc, ce qui est déjà écrit, on ne va pas le répéter, il va rester disponible pour la classe B, la nouvelle classe que vous avez créée. Alors, on vous dit donc que l'héritage, ce principe d'héritage, ou ce lien, il exprime le fait qu'une classe B est dérivée à partir d'une classe A. Donc, une classe B dérivée, ça veut dire qu'elle est définie à partir d'une classe A. D'accord? Schématiquement, voilà comment on représente l'héritage. Avec une flèche ou un petit triangle vers le haut. Vous avez une classe A, regardez le schéma à gauche. Vous avez une classe A qui contient un ensemble d'attributs, un ensemble de méthodes, comme on a déjà vu pour toutes les classes. Et vous avez après une classe B qui contient des attributs aussi et des méthodes. Et là, quand je schématise comme ça avec une flèche vers le haut, vers la classe A, cela veut dire que la classe B, elle étend la classe A. La classe B est dérivée de la classe A, ou la classe B est définie par extension de la classe A. On dit aussi que la classe A, c'est la classe de base, c'est la classe mère, et la classe B, c'est une classe fille. C'est une classe dérivée, c'est une classe fille. Là, on dit que la classe A est une superclasse et la classe B est une sous-classe de la classe A.
Voilà. Donc ça, c'est pour une question de terminologie. Vous pouvez, et de représentation aussi. Donc, vous pouvez dire que la classe A est une superclasse et la classe B est une sous-classe. Vous pouvez dire que la classe A est une classe mère et la classe B est une classe fille. Vous pouvez dire que la classe A est une classe de base et la classe B est une classe dérivée. Alors, pour exprimer l'héritage en Java, pour dire, bon, là, vous avez une classe A qui est déjà définie, donc vous avez fait publier classe A, par exemple, vous avez des attributs de la classe A, des méthodes de la classe A, etc. Après, vous avez envie de dériver une classe B à partir de A. Vous avez envie de créer une sous-classe B à partir de la classe mère A. Et bien, vous avez un mot clé qui est le mot extends. Donc, vous le voyez ici, je le mets à droite. Extend, qui veut dire que la classe B, elle étend la classe A, elle est dérivée de la classe A. Et quand on commence à définir la classe B, qu'est-ce qu'on met à l'intérieur de la classe B? On ne répète pas ce qu'il y a dans la classe A. On ne répète pas. Bon. On met des attributs supplémentaires, on dit que ce sont des attributs spécifiques à la classe B. On met le constructeur de la classe B, bien sûr, il aura le nom B, etc. Et on met des méthodes spécifiques à la classe B. D'accord. Mais sinon, tout ce qu'il y a dans A, il est accessible pour un objet de la classe B. Lorsque je vais créer un objet de la classe B, tout ce qu'il y a dans A, comme B, elle est dans la classe A, tout ce qu'il y a dans A, il est accessible par l'objet qui est créé à partir de la classe B. Mais dans la classe B, je ne répète pas ce que j'ai écrit dans la classe A. Et c'est ça l'intérêt. J'hérite de ce qu'il y a dans A sans le réécrire. Après, on vous met dans le cadre en bas, vous dit tous les attributs et les méthodes définies dans la classe A sont hérités dans B, sans les réécrire. Hériter, ça veut dire qu'elles peuvent être utilisées pour un objet de la classe B, mais sans les réécrire. Informellement, est-ce que vous avez compris ce principe d'héritage? OK. Bon, ceux qui n'ont pas compris, ils me posent leurs questions ou là, ils m'arrêtent et je reprends, hein. Voilà. Voilà. Après, on vous donne certaines règles ici. Donc, une classe ou une superclasse peut dériver plusieurs classes qui sont des sous-classes. D'accord? Regardez le schéma à gauche. Le schéma à gauche. Une classe peut dériver plusieurs sous-classes. D'accord? Ça veut dire que je peux avoir des classes, des sous-classes que je vais définir à partir d'une même superclasse. Par exemple, ici sur le schéma à gauche, je vais juste agrandir un peu. Non. Voilà. Sur le schéma à gauche, le premier schéma, vous avez une classe B qui étend la classe A. Vous avez la classe C aussi qui étend la classe A. D'accord? Vous avez deux flèches vers le haut, une flèche donc de B vers A et une flèche de C vers A. Bon, ça c'est faisable. D'accord? Une super classe peut dériver plusieurs classes filles. Une classe mère peut dériver plusieurs classes filles. OK? Donc, il suffit d'écrire classe B extends A. Je définis les attributs de B, le constructeur de B, les méthodes de B, etc. Ensuite, pour une autre classe, indépendamment de la classe B, j'écris classe C extends A aussi. Et je définis les attributs de la classe C, le constructeur de la classe C, les méthodes de la classe C. Et en fait, ce qu'on avait énoncé tout à l'heure reste valable. Dans la classe B, tout ce que j'ai défini dans A, il est accessible, sans le réécrire. Dans la classe C, tout ce que j'ai défini dans A, il est aussi accessible sans le réécrire. Mais là, il faut noter qu'il n'y a aucun lien entre B et C, hein. Il n'y a pas de lien entre B et C. Il y a un lien entre B et A, il y a un lien entre C et A, mais il n'y a pas un lien entre B et C. D'accord, les classes filles, bon, elles sont indépendantes l'une de l'autre. Ce qui n'est pas permis en Java et qui peut être permis dans d'autres langages, hein, ce qui n'est pas permis, c'est l'héritage multiple. Alors, qu'est-ce que ça veut dire l'héritage multiple?
ça veut dire essayer de construire une classe à partir de plusieurs autres classes, deux ou plus. Vous voyez le schéma que je mets en bas, à gauche, le deuxième schéma. J'ai une classe A, j'ai une classe B. Bon, la classe A, elle a ses attributs, ses méthodes. La classe B, elle a ses attributs et ses méthodes. Bien sûr, ce n'est pas une classe qui hérite de A, hein. Elles sont indépendantes, A et B. Et j'essaye de définir une classe C en faisant un extens de la classe A et un extens en même temps de la classe B. Ça, c'est pas possible, hein. D'accord? Ça, c'est ce que j'appelle l'héritage multiple. Ça veut dire que la classe C ne peut pas étendre la classe A et en même temps étendre la classe B. D'accord? L'héritage multiple n'est pas permis en Java. Donc, on vous dit une classe ne peut être dérivée de deux classes directement. C'est impossible. D'accord? Une classe ne peut pas dériver à partir de deux classes différentes. Il y a la classe A et la classe B. Je ne peux pas définir la classe C en faisant un extens de A et un extens de B. Ce n'est pas possible. Voilà. Bon, vous voyez la différence entre les deux schémas. Une classe mère peut dériver plusieurs classes filles, mais à partir de deux classes, je ne peux pas dériver une classe fille. À partir de deux classes, je ne peux pas dériver une même classe fille. Bon, ça, c'est des règles à connaître, hein. Ce qui est possible aussi, et parce que je n'ai pas barré, c'est d'avoir ce schéma à gauche. Regardez ce schéma à gauche. On peut avoir un héritage multiniveau. C'est-à-dire la classe B, elle étant la classe A, la classe C, elle étant la classe B. D'accord. Là, j'ai une classe B qui dérive d'une seule classe A, c'est possible. J'ai la classe C qui dérive d'une seule classe B, c'est possible aussi. D'accord. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que, bon, bien sûr, là, comment il faut l'écrire? Classe B extends A, je mets les attributs de B et les méthodes de B. Classe C extends B, je mets les attributs de C et les méthodes de C. Mais en fait, dans la classe C, quels sont les champs accessibles dans la classe C? Quand je dis les champs, c'est les attributs et les méthodes. Quels sont les attributs et les méthodes qui sont accessibles dans la classe C? Oui, celle de B, oui, celle de B, c'est direct. Mais celle de A aussi. D'accord, voilà. Donc, les champs de A, d'accord, les champs attributs méthodes de B, c'est évident. Tout ce qui est défini dans B, il est accessible pour un objet de la classe C. Mais comme dans B aussi, tout objet de B, il peut accéder à tout ce qui est défini dans A. Donc, disons par transitivité, la classe C, elle peut hériter de tout ce qu'il y a dans B et tout ce qu'il y a dans A. Voilà, c'est ce que je mets en bas. La classe C hérite de tous les attributs et méthodes de A et de B. Voilà. Donc, c'est un héritage multiniveau. Regardez un exemple. Je mets une classe document et je mets une sous-classe ouvrage. Bon, si j'essaie de raisonner par rapport à cette classe document, dans une classe document, je peux avoir plusieurs types. Quand je dis document, je peux avoir plusieurs types, hein. Je peux avoir un livre, bon, ce que je dis ici, ouvrage. Je peux avoir une thèse. Par exemple, une thèse de doctorat, c'est un document. Je peux avoir un mémoire de licence, c'est un document. Je peux avoir un polycopié de cours. Un polycopié de cours est un document. Et ainsi de suite. Je peux avoir une revue. Une revue est un document. D'accord? Donc, spécialement, là, j'ai pris la classe ouvrage. Ouvrage est aussi un document. Donc, quand vous faites votre conception de classe, comment est-ce que vous pouvez savoir si l'héritage que vous avez défini est correct? Parce qu'on ne vous dit pas toujours, prenez telle classe et prenez une autre classe et définissez cette classe par héritage de la première. On ne vous le dit pas. On vous pose un cas d'étude
Et c'est à vous de détecter quelles sont les classes qui peuvent être sous-classes d'autres. Quelles sont les classes qui peuvent dériver à partir d'autres classes. D'accord? Surtout dans une application réelle, par exemple. On ne va pas vous dire définissez comme ça les classes, faites ce lien d'héritage, faites ce lien d'association. C'est à vous de travailler, donc faites la conception des classes de manière à trouver tous les liens, entre autres les liens d'héritage. Alors, le lien d'héritage, comment je peux savoir s'il y est ou pas? Quand je prends un objet de la classe fille, je pose la question, est-ce que un objet de la classe fille est un objet de la classe mère? Par exemple, ici, je me pose la question, est-ce que un ouvrage est un document? Est-ce qu'un ouvrage est un document? Si je réponds par oui, là, le lien d'héritage, il est correct. D'accord? Donc, c'est le lien éteint ou le lien is-e. Is-e. D'accord? Est-ce qu'un ouvrage est un document? Oui. Donc là, je peux faire un lien d'héritage. Après, en fait, pour les attributs et les méthodes, je vais mettre les attributs et les méthodes qui sont spécifiques à la classe document. Et dans la classe ouvrage, je devrais avoir d'autres attributs et d'autres méthodes, c'est-à-dire pour compléter la classe document. Je me dis, ouvrage, qu'est-ce qu'il a de spécial par rapport à document? Par exemple, une thèse. Si je prends une thèse, qu'est-ce qu'elle a de spécial par rapport à document? Bon, dans une thèse, je vais avoir l'université, d'accord? Une thèse, elle est soutenue dans une université. Donc, je vais avoir le nom de l'université. En fait, je vais avoir l'année de soutenance. OK. Je peux avoir le jury aussi, le jury de soutenance, les noms des gens qui ont jugé le travail, et ainsi de suite. OK. Dans une classe, par exemple, ouvrage, ce que je pourrais avoir par rapport à un document, c'est ISBN. ISBN, en fait, pour les ouvrages, vous avez un code, le code ISBN. C'est un code, d'accord. Vous pouvez avoir aussi le nombre de volumes. Pour un ouvrage, je peux avoir un ouvrage qui est édité sur 2 volumes, 3 volumes, etc. OK? Je pourrais avoir en fait le numéro de l'édition. Est-ce que c'est la première édition, la deuxième, la troisième, et ainsi de suite. OK? Donc, quand on prend une super classe, elle a des attributs et des méthodes génériques, entre autres le titre, par exemple. OK? L'année d'édition, quelque chose comme ça. Mais quand je prends un objet de la sous-classe, je cherche à savoir qu'est-ce qu'il y a de spécial par rapport à un document. Et ce que je trouve à la superclasse, ce que je trouve dans la superclasse, je ne le reprends pas dans la sous-classe, il est automatiquement hérité. Et dans la sous-classe, je vais mettre quelque chose de spécifique. Voilà. Donc, on vous donne quelques exemples de liens d'héritage aussi. Si j'ai une classe personne et une classe employée, je peux définir la classe employée à partir de personnes, parce qu'un employé est une personne. D'accord? Dans la classe personne, par exemple, je vais mettre quoi? Je vais mettre le nom, le prénom, l'adresse, numéro de téléphone. Toute personne, elle a un nom, un prénom, une adresse, un numéro de téléphone. D'accord? Mais si je prends employé, qu'est-ce que je peux mettre dans employé? Par rapport à personne, qu'est-ce que je peux mettre dans employé? Le Dans salaire. la classe employé. Oui? Le salaire. Oui, bon, oui, le salaire, oui, disons. Mais avant le salaire. L'emploi. Oui, la fonction, l'employeur, où est-ce qu'il travaille, etc. Le grade, je ne sais pas, d'accord. Voilà. OK. Voilà. Après, donc, un ouvrage est un document, c'est ce qu'on vient de voir comme exemple. Un cercle coloré est un cercle. Qu'est-ce qu'il aura de spécial le cercle coloré par rapport au cercle? Couleur. On aura un attribut en plus qui est la couleur. Un cercle coloré est un cercle. On a déjà vu la classe cercle. On a déjà vu la classe cercle. La classe cercle, donc on avait le point, le centre de type point, on avait le rayon de type double. Maintenant, si je prends cercle coloré, je vais avoir couleur. D'accord? Je vais avoir un attribut couleur. Je vais mettre cercle coloré, classe cercle coloré, extend cercle. Dans cercle coloré, je ne vais pas reprendre le point et le rayon.
le centre et le rayon, parce qu'ils sont déjà dans le cercle. Je vais juste ajouter la couleur. D'accord? Un arbre fruitier est un arbre. D'accord? Je vais ajouter, parce que en fait, ce n'est pas tous les arbres qui sont fruitiers, hein. D'accord? Pour un arbre, vous avez le nom de l'arbre, vous avez l'espèce, vous avez la zone où on peut planter cet arbre, où on peut le trouver, etc. La durée de vie, je ne sais pas, hein. D'accord? En fait, l'arbre fruitier, vous allez avoir le nom du fruit, la couleur, par exemple, du fruit, la vitamine qu'il y a dans le fruit, etc. La saison, et ainsi de suite, hein. D'accord? Voilà. OK. Ce qu'il y a en plus dans arbre fruitier par rapport à arbre. Une liste FIFO, là c'est abstrait. Une liste FIFO est une liste. Oui, une liste FIFO est une liste. Une liste LIFO est une liste. D'accord. Mais ce qu'il y aura de spécifique dans la liste FIFO, c'est la manipulation. On avait dit FIFO, il faut toujours ajouter à la fin. D'accord, on ajoute les éléments à la fin. Quand je prends la liste LIFO, il faut toujours ajouter les éléments au début. D'accord, les éléments en tête. C'est ça la liste LIFO. OK. Donc, je peux avoir des spécificités par rapport aux attributs. Je vais ajouter des attributs et des méthodes. Je peux avoir uniquement des spécificités par rapport au traitement, qui m'a la liste FIFO et la liste. Je vais avoir une spécificité par rapport au traitement. Quand je fais un ajout, je le fais à la fin. Quand je fais une liste LIFO, quand je fais un ajout, je le fais au début. Voilà, c'est un traitement qui change, qui est spécifique à la liste FIFO ou la LIFO. Bon, là, on va évoquer un petit peu la classe Object. La classe Object qui est la superclasse de toutes les classes de Java. D'accord? Toute classe que vous définissez dans Java, ou là qui est même définie dans les librairies, donc qui va la classe Turing, par exemple, la classe Math, n'importe quelle classe qui est soit prédéfinie en Java, soit que le programmeur définit, elle hérite implicitement sans faire le extends. Quand je dis implicitement, ça veut dire, mais je ne vais pas écrire classe produit extends object. Non, on l'a pas fait. Classe ouvrage, on n'a pas fait classe ouvrage extends object. En fait, c'est implicite. C'est-à-dire que le extends à partir de object, il est implicite. On ne l'écrit pas. Donc, toute classe définie en Java hérite implicitement de la superclasse object qui se trouve dans java.lang, dans le package par défaut. On n'a pas besoin d'écrire classe X extends object. L'héritage de la classe object est implicite. Maintenant, qu'est-ce qu'on va hériter de cette classe object? Où je ferai la classe object? D'accord? Qu'est-ce qu'elle contient, cette classe object? En fait, ce qu'il faut savoir, elle contient un ensemble de méthodes. D'accord? Il n'y a pas d'attribut, elle contient des méthodes. Entre autres, la méthode toString qui transforme un objet en chaîne de caractères, la méthode equals qui vérifie si deux objets d'une classe donnée, n'importe laquelle, sont égaux ou pas, la méthode hashcode qui donne le code de hashage d'un objet, et ainsi de suite. En fait, il y a un certain nombre de méthodes. Après, je vais vous envoyer un complément pour voir ce que contient la classe objet. D'accord? Bon, vous allez voir après qu'on aura souvent, on aura à redéfinir les méthodes toString et les méthodes equals de la classe object. Bon, on va y revenir après, hein. Je ne vais pas trop vous embrouiller avec ça. Sachez que n'importe quelle classe X que vous définissez, vous allez mettre des attributs, vous allez mettre des méthodes, mais il faut savoir que la classe X, qui est n'importe laquelle, elle hérite de la classe object. Et qu'est-ce qu'il y a dans la classe object? Il y a un ensemble de méthodes, d'accord? Entre autres, la méthode toString, la méthode equals, la méthode hashcode, la méthode clone, etc. En fait, il y a un certain nombre de méthodes. Et souvent, on a besoin de redéfinir ces méthodes. D'accord. Après, vous allez voir dans les exercices comment on va redéfinir les méthodes parce qu'elles ne conviennent pas à nos classes. Telles qu'elles sont définies dans la classe object, elles ne conviennent pas à nos classes. Donc, on est obligé de les redéfinir. On les réécrit. Non, les get et les set, ce n'est pas des méthodes de object. Non, non, non. Non. J'ai une question. Est-ce que le get et le set, c'est des méthodes de object? Non. Non, non. C'est des méthodes spécifiques à vos classes.
Après, je vais vous envoyer le complément de la classe Object. Vous allez voir qu'est-ce qu'il y a dans une classe Object, dans la classe Object. Il suffit juste de lire, hein, c'est juste pour une lecture. Voilà. Donc ici, je donne un exemple. Je reviens donc sur l'héritage. Je crée une classe produit. Bon, je fais pas je n'écris pas complètement, hein. Une classe produit. Bon, en fait, on l'a définie avec une référence, un libellé et un prix. Donc, la référence du produit, une description ou le libellé du produit et en fait le prix unitaire du produit. Donc, un produit, n'importe lequel, hein, que vous achetez en supermarché. Alors, ensuite, regardez ce que je définis à partir de la classe produit. Je définis classe produit alimentaire à partir de produit. Donc, j'écris classe produit alimentaire, extends produit. Et qu'est-ce que je vais mettre dans les produits, dans la classe produit alimentaire? Je vais mettre quoi? Je vais mettre la date de fabrication et la date d'expiration. Donc, en général, dans les produits alimentaires, on fait attention à la péremption. Bon, même d'autres produits. Mais là, bon, j'ai mis que c'est spécifique à la classe produit alimentaire. Et j'ai, en fait, souvent, on nous donne des conditions de conservation. C'est-à-dire, bon, laisser au frais, d'accord, laisser au frais à une température, je ne sais pas quoi, à l'abri de l'humidité, à l'abri du soleil, ainsi de suite. OK? Voilà. Donc, j'ai ajouté dans la classe produits alimentaires, j'ai ajouté quoi? Date de fabrication, date d'expiration, qui sont de type date, et les conditions de conservation qui sont de type string. Donc, c'est une chaîne de caractères qu'on va écrire. Regardez un exemple de produit. Regardez plus haut dans en fait, le petit cadran rose. Regardez l'exemple de produit. J'ai mis ref 005, donc j'ai mis n'importe quelle référence, ref 005. Le libellé, c'est le nom du produit savon liquide et le prix 200 dinars. D'accord, 200. OK? Après, j'ai pris un exemple de produit alimentaire. Dans le cadre juste en dessous, un exemple de produit alimentaire, bon, j'ai pris une autre référence, c'est normal. Deux produits ne peuvent pas avoir la même référence. Ref 028, par exemple, c'est du lait. Donc, la description, c'est du lait. Le prix unitaire, c'est 90 dinars. D'accord? Bon, j'aurais pu ajouter la contenance aussi, 1 litre, etc. Les 1 litre, là. Donc, 90 dinars. Après, la date de fabrication, le 3/2/2017, péremption 3/3/2017. Et les conditions de conservation, voilà, j'ai mis une chaîne de caractères sec, frais, 10 degrés Celsius. Ça veut dire qu'il faut euh, conserver dans un endroit sec, frais, à 10 degrés Celsius. OK? Donc là, c'est pour vous dire que dans produits alimentaires, vous héritez implicitement de la référence, le libellé et le prix, que vous ne voyez pas dans la classe produits alimentaires. Vous ne voyez que les deux dates et les conditions. Mais sachez que produit alimentaire, il a 5 attributs. Il n'a pas que 3 attributs, il a 6 attributs. Il a 6 attributs, les 3 qui sont dans produit et en fait les 3 qui sont définis spécifiquement aux produits alimentaires. D'accord? Est-ce que c'est compris? OK. OK. Voilà, donc on va avancer. Voilà, donc c'est ce que je disais, un objet de la classe produit possède 3 attributs, référence, libellé et prix, ou le coût. Un objet de la classe produit alimentaire possède 6 attributs, la référence, le libellé, le prix, la date de fabrication, la date de péremption et les conditions. Ils sont spécifiques, et les 3 derniers, ils sont spécifiques aux produits alimentaires. Donc là, comment j'ai pu définir l'héritage entre produit alimentaire et produit, c'est normal qu'un produit alimentaire est un produit. Donc le lien is-e, ou le lien est un, il est correct. D'accord? Un produit alimentaire est un produit.
Donc, tout objet de la classe produit alimentaire peut accéder à toutes les méthodes définies dans la classe produit. C'est sûr. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Donc, peut accéder à tous les attributs et toutes les méthodes de la classe produit. Bon, un autre exemple. Vous regardez l'exemple, s'il vous plaît. Voilà, donc le deuxième exemple, c'est un héritage entre arbre fruitier et arbre. D'accord. Donc, j'ai pris une classe arbre, donc le nom de l'arbre comme attribut, le nom de l'arbre, l'espèce, la zone, les conditions de vie. D'accord. Tous les quatre paramètres sont de type string. D'accord. Bon, bien sûr, on peut avoir un constructeur, des méthodes, entre autres, une méthode getNom qui retourne le nom. Bon, elle est en général, on l'utilise lorsqu'on déclare les attributs privés, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Je peux même mettre getNom même si je ne définis pas l'attribut privé. Un exemple à droite, un exemple arbre A. Donc, quand je fais arbre A égale new arbre, etc., je pourrais avoir donc ces valeurs. Le pain, le pain, bon, l'espèce, j'ai pas mis l'espèce, j'ai mis des points de suspension. Donc, en zone Méditerranée, par exemple, les conditions de vie, et bon, c'est un arbre qui vit qui grandit dans la chaleur et l'humidité. Après, j'ai pris la classe arbre fruitier extends arbre. Donc, un arbre fruitier est un arbre. Un arbre qui donne des fruits est déjà un arbre. Il a aussi un nom, une espèce, une zone, condition de vie que je ne vais pas répéter dans la classe, dans la sous-classe, la classe phi. Qu'est-ce que je vais ajouter dans la classe arbre fruitier par rapport à l'arbre? Je vais ajouter le nom du fruit, la forme du fruit, la couleur du fruit, par exemple. Le nom du fruit que donne cet arbre, la forme du fruit et la couleur du fruit. OK? Voilà. Donc ici, ce que je pourrais avoir comme méthode, getForm. GetForm return la forme du fruit, par exemple. J'ai mis des méthodes toutes simples, là, juste donc pour dire que ici, les méthodes que vous pouvez écrire dans la sous-classe, vous ne pouvez pas toujours les écrire dans la superclasse, hein, parce que quand je manipule un attribut qui est défini dans la sous-classe, l'attribut qui m'a forme de fruit ou le nom du fruit, il n'est pas visible dans la superclasse. Hein, je ne le vois pas dans la classe arbre. Autant, les attributs de la classe arbre, je peux les voir dans la classe arbre fruitier, mais les attributs spécifiques à la classe arbre fruitier, je ne peux pas les voir dans la classe arbre. Hein. Il faut bien comprendre ce principe. Ce qu'il y a dans arbre, je peux le voir dans arbre fruitier, même si je ne le réécris pas. Mais si j'écris une méthode qui va faire référence à l'espèce, la zone, ce n'est pas un problème, c'est bon. Mais ce qui est défini dans la sous-classe ou dans la classe phi, arbre fruitier, n'est pas accessible dans la classe mère. C'est-à-dire que forme du fruit, couleur du fruit, je ne peux pas les voir dans la classe arbre. Impossible. C'est logique.
Bon, ce que je vais avoir comme exemple de arbre fruitier, donc un objet AF. Bon, je mets le nom de l'arbre, c'est le fraisier, d'accord? L'espèce, bon, j'aurais pu mettre fruitier, hein, d'accord? Donc, la zone, je vais le trouver à l'est. Le nom, en bas, je vais compléter. Le nom du fruit, c'est la fraise. La forme du fruit, elle est triangulaire. Et la couleur du fruit, couleur poirette. D'accord, voilà. Donc, dans arbre fruitier, un objet, il va contenir, en fait, j'ai pas mis les conditions de vie. Il manque les conditions de vie, donc je mettrai chaleur ou quelque chose comme ça. OK. Donc, un objet de la classe arbre fruitier, il va contenir 7 attributs. Les 4 attributs de la classe arbre, plus 3 attributs de la classe arbre fruitier. Donc, c'était juste un autre exemple. Donc, un objet de la classe arbre possède 4 attributs, un objet de la classe arbre fruitier possède 7 attributs. Voilà. Tout objet de la classe arbre fruitier peut accéder à toutes les méthodes définies dans la classe arbre. Et puis, on a défini une méthode spécifique à la classe arbre fruitier qui est getForm. C'est une méthode spécifique et elle n'est pas accessible par un objet de type arbre, de type arbre, pardon, de type arbre. Elle est accessible par un objet de type arbre fruitier. Bon, je vous laisse lire la diapo. Vous lisez bien cette diapo, hein. Accès aux attributs et méthodes. En fait, c'est ce que je disais, hein, c'est ce que je disais quand j'expliquais l'exemple de l'arbre fruitier. J'ai dit, en fait, une méthode que vous définissez dans la sous-classe, elle peut utiliser les attributs de la superclasse, hein. C'est-à-dire que ici, par exemple, voilà. Ici, si je veux écrire une méthode à l'intérieur de la classe arbre fruitier, la classe phi, qui étend la classe arbre. Donc, si je veux utiliser un attribut, par exemple, espèce ou la zone ou la nom, ça va marcher, hein. Donc, je peux utiliser directement espèce, ou là, j'écris super.espèce. Donc, c'est ce qu'on veut vous dire. On vous dit une méthode de la classe phi, ou là, de la sous-classe, elle peut faire référence aux attributs de la superclasse. On a les attributs de la superclasse, c'est le nom, l'espèce, la zone et les conditions de vie. Donc, une méthode que j'écris dans la sous-classe, c'est-à-dire la classe arbre fruitier, elle peut utiliser le nom, l'espèce, la zone, conditions de vie. Elle les utilise directement dans espèce, zone, conditions de vie, ou là, elle utilise super.nom, super.espèce, super.zone, etc. Bon. Le mot super, il est implicite. Si vous ne l'écrivez pas, ce n'est pas grave. OK. On vous dit aussi que lorsque vous écrivez une méthode dans la classe phi, la méthode de la classe phi, elle peut appeler une méthode de la classe mère. Par exemple, il y en a une méthode de la classe phi qui veut appeler getNom. GetNom qui est défini dans la classe mère. Elle peut l'appeler directement getNom, la méthode de la classe phi, ou la super.getNom. Vous pouvez écrire super.getNom, sinon getNom directement. D'accord, derrière la classe phi.
Bon, maintenant, le contraire n'est pas vrai. On vous dit les attributs qui sont définis dans la sous appelle à getForm, par exemple, parce que c'est une méthode spécifique à la sous-classe. Donc, ce qui est défini dans la superclasse peut être utilisé dans la sous-classe, mais ce qui est défini dans la sous-classe ne peut pas être utilisé dans la superclasse. Et c'est ce qui résume cette diapo. Voilà. Bon, maintenant, on va passer aux constructeurs, notamment le chaînage des constructeurs entre classe et superclasse. Bon, encore une fois, je vous laisse quand même le temps de lire un peu la diapo. Bon, vous lisez la diapo, après on va l'expliquer. Bon, donc on va revenir à la notion de constructeur dans les classes. Bon, on a déjà expliqué, donc quand on a commencé le chapitre classe objet, si le programmeur ne définit pas un constructeur dans sa classe, il y a un constructeur par défaut qui est fourni par Java. Le constructeur qui est fourni par Java, il est tout simple. Donc, c'est le nom de la classe et puis sans paramètres. C'est un constructeur sans paramètres. Et qu'est-ce qu'il fait? Il va tout initialiser à 0 ou à nul. Si c'est des références, il initialise à nul. Si c'est des types simples, il va l'initialiser à 0. Voilà. OK? C'est la même chose. En fait, là, il faut garder à l'idée que si le programmeur ne définit pas un constructeur dans sa classe, le Java va fournir le constructeur par défaut. Alors, on vous dit, premier point, tout constructeur d'une classe autre que la classe object fait appel à un constructeur de sa superclasse. Donc, par exemple, ici, quand je fais, ça veut dire quoi ce premier point? Je vais écrire dans le chat. Quand je fais classe B extends A, cela veut dire automatiquement que le constructeur de B fait appel au constructeur de A. Ou alors doit faire appel. Voilà, donc vous lisez ce que j'ai mis dans le chat. Le premier point veut dire quand j'écris classe B extends A, implique que le constructeur de B fait appel au constructeur de A. D'accord. Alors, comment l'appel il est fait? L'appel à un constructeur de la superclasse. Il est fait en utilisant le mot super.
Donc, lorsque je mets super dans le constructeur de la classe B, lorsque je mets super, ou alors super avec des paramètres. Ça dépend comment il est défini le constructeur de ma classe B, hein, de la classe A. S'il a des paramètres ou il n'a pas de paramètres. S'il n'a pas de paramètres, il va y avoir des parenthèses vides. Mais s'il a des paramètres, il va y avoir les paramètres. Donc voilà, lorsqu'on écrit super, vous regardez sur le chat, lorsqu'on écrit super avec des parenthèses vides, ça veut dire qu'on fait appel à un constructeur sans paramètres qu'on aurait éventuellement défini. D'accord? Ou alors, quand j'écris super avec des paramètres, cela veut dire que dans ma super classe, la classe A, j'ai un constructeur avec deux, trois paramètres là, que j'appelle en utilisant le mot super. Le mot super avec paramètres veut dire que c'est un appel au constructeur. D'accord? Le constructeur, vous n'allez pas l'appeler avec A, avec son nom. Vous l'appelez avec super. D'accord? Quand vous appelez le constructeur dans une sous-classe, le constructeur de la sous-classe appelle le constructeur de la superclasse en utilisant le mot super, tout simplement, avec soit des parenthèses vides, soit des parenthèses qui contiennent des paramètres. OK? Et là, c'est obligatoire. Donc, l'appel au constructeur, une autre règle, on vous dit, l'appel au constructeur de la superclasse, avec super et en fait des paramètres éventuellement, doit se trouver en première ligne du constructeur de la sous-classe. Ça veut dire que quand vous écrivez, donc encore une fois, lorsque j'écris dans classe B, j'essaie de vous expliquer un petit peu schématiquement les choses. Extends A, bon, j'ai fait entrer, c'est pas grave. Alors, donc je vais mettre des attributs, euh, je vais mettre le constructeur. Alors, le constructeur, forcément, il va s'appeler B. Et bien, ce constructeur, en première ligne, il doit commencer par l'appel au constructeur de la superclasse. Bon, après, donc, je vais avoir des instructions. Je veux mettre dans le constructeur de la sous-classe. Voilà, donc schématiquement, voilà. Classe B extends A, je vais avoir des attributs que je vais mettre dans la classe B. Je vais avoir le constructeur de la classe B. Donc, le constructeur de la classe B va s'appeler B, forcément. Et en première ligne de ce constructeur, je devrais avoir un appel à super. Super, c'est l'appel au constructeur de la classe A. Maintenant, une autre règle. On vous dit si aucun appel au constructeur de la superclasse, s'il n'y a pas le mot super, en fait l'appel super dans le constructeur de la classe B, le compilateur il va ajouter par défaut un appel au constructeur. D'accord? Et il va ajouter un appel comment? Il va ajouter un appel comme ceci. Donc, appel au constructeur par défaut. Il va mettre super, mais sans paramètres, parce que le constructeur par défaut, il n'a pas de paramètres. Donc, voilà. Donc, il va ajouter automatiquement un appel au constructeur par défaut. Si vous ne mettez pas vous-même l'appel à super dans votre sous-classe. Et là, on peut avoir une erreur qui est générée. Dans quel cas on va avoir une erreur générée? Quand le compilateur ajoute super, son paramètre, si vous ne l'avez pas mis, il y a une erreur parfois. Quand est-ce qu'on va avoir l'erreur? Dans quel cas? Vous avez entendu ma question? Non, madame, Allô? vous pouvez répéter. سمعتوا؟ Non, ما سمعتوش؟ Ah, ça se coupe, madame. Je sais pas si c'est ma ah, ça se connexion. coupe. Ah, je vais écrire dans le chat. Alors, quand le compilateur ajoute super dans le constructeur
de la sous-classe. Ça veut dire que le programmeur, il n'a pas mis. Dans quel cas on aura une erreur? Voilà, regardez la question. Madame, on aura une erreur quand le constructeur de la Oui. superclasse sur paramètre. Quand le constructeur de la superclasse, qu'est-ce qu'il a? Il a plusieurs entrées, paramètres. Oui, quand on aura défini, si on a défini un constructeur dans la superclasse avec paramètres, d'accord? Si on a défini un constructeur de la superclasse, dans la superclasse avec paramètres, et on n'a pas mis dans la sous-classe l'appel à ce constructeur super avec les paramètres. On a dit que le compilateur, il va s'amuser à ajouter implicitement un appel à super, mais il va ajouter un appel à super sans paramètres. Alors que dans la superclasse, mais qu'est-ce qu'un constructeur sans paramètres? Parce qu'on avait dit, quand le programmeur définit son propre constructeur, le constructeur par défaut n'existe plus. Donc là, on avait dit une manière de régler le problème. Le programmeur, il définit son constructeur avec 3 paramètres ou les 2 paramètres ou là, et il ajoute aussi le constructeur par défaut qui ne fait rien. On l'a déjà fait dans les classes, par exemple tout à l'heure dans Ouvrage, on a ajouté un constructeur sans paramètres, juste une accolade ouvrante, une accolade fermante. Dans ce cas, si on appelle super, si le compilateur ajoute super sans paramètres, il n'y aura pas de problème. D'accord? Parce qu'on aura ajouté le constructeur sans paramètres dans la superclasse. Maintenant, si le constructeur sans paramètres dans la superclasse n'existe pas, il y aura une erreur. D'accord? Donc, l'erreur sera générée si un constructeur sans paramètres n'est pas défini dans la superclasse. Est-ce que c'est compris? L'idéal, c'est de faire quoi? L'idéal, c'est de faire quoi? Vous avez une classe A que vous avez définie, elle a un constructeur. Quand vous définissez classe B extends A, d'accord, vous mettez le constructeur de la classe B, toujours, pensez à mettre un appel à super. D'accord, toujours, dans la sous-classe, mettez un appel à super avec les paramètres qu'il faut. Voilà. Selon ce que vous avez défini comme constructeur dans votre classe mère. Si vous avez défini un constructeur avec 2 paramètres, vous faites un appel super avec 2 paramètres. Si vous avez défini un constructeur sans paramètres, vous faites appel avec super sans paramètres. Vous avez défini avec un seul paramètre, vous appelez super avec un seul paramètre et ça règle tous les problèmes. Donc, il ne faut pas oublier l'appel à super dans la sous-classe, l'appel au constructeur de la superclasse et une règle qui vous dit il faut toujours mettre l'appel super comme première ligne, première instruction du constructeur de la sous-classe. Voilà, donc c'est ça le chaînage des constructeurs. Donc après, on vous dit quand même aussi qu'un constructeur peut faire appel à un autre constructeur de sa classe, mais à l'aide du mot réservé this. C'est normal. On appelle super parce qu'on appelle le constructeur de la superclasse. Mais imaginez dans votre classe B, si vous avez défini 2 constructeurs, on peut avoir la surcharge de constructeurs, vous vous rappelez. Surcharge de méthode, surcharge de constructeurs, c'est le fait de définir plusieurs constructeurs dans la même classe. Si un constructeur appelle l'autre de la même classe, il l'appelle avec this, il ne l'appelle pas avec super. Hein. L'appel avec super, c'est que le constructeur de la sous-classe appelle le constructeur de la superclasse. D'accord? Et quand on dit this ou la super ou là, c'est un appel du constructeur, donc c'est un appel de méthode, et ça veut dire que ça va exécuter les instructions du constructeur. Ça, il faut faire attention. Hein. Ça se coupe. Qu'est-ce qu'on fait? Parfois, la connexion, elle est mauvaise.
Posez-moi vos questions dans le chat. Si vous avez des questions dans le chat, je vais essayer de vous répondre. Posez-moi vos questions dans le chat. Voilà, donc on reprend l'exemple de tout à l'heure et regardez comment est-ce que j'écris le constructeur de la classe produit alimentaire et comment j'écris le constructeur de la classe produit. Vous voyez la diapo, c'est bon? Oui, madame. Oui, on voit. Ok, donc essayez quand même, essayez voilà, de suivre sur les diapos et si ça se coupe, vous me posez vos questions dans le chat. Je vais essayer de vous répondre. Voilà, donc je reprends la classe de tout à l'heure, la classe produit avec les trois attributs, référence, libellé et prix. J'ai un constructeur produit, donc public produit, avec trois paramètres pour initialiser la référence, le libellé et le prix. D'accord? Voilà, donc je fais trois affectations. Et voilà, quand je veux créer un objet de type produit, donc je fais produit P égale new produit et je renseigne, donc je fais passer trois paramètres. D'accord? Voilà. Maintenant, regardez en bas, la classe produit alimentaire extends produit. Donc, je définis produit alimentaire à partir de produit. Donc, c'est une sous-classe de produit. Je vais mettre juste des attributs supplémentaires comme tout à l'heure, la date de fabrication de type date, la date d'expiration de type date et les conditions de conservation de type string. D'accord? C'est ce qu'on avait pris comme exemple tout à l'heure, hein. Regardez plutôt le constructeur de la classe produit alimentaire. Bien sûr, le constructeur, il va avoir le même nom que la classe, produit alimentaire. D'accord? Donc, il est public. Et regardez ce que j'ai mis comme paramètres. J'ai mis les 6 paramètres. Vous voyez bien. Donc, on a mis les 6 paramètres, la référence, le livret, le prix, la date de fabrication, la date d'expiration et les conditions. D'accord? Donc, 6 paramètres. Comme première ligne du constructeur produit alimentaire, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait un appel au constructeur de la superclasse. Et comment on a appelé le constructeur de la superclasse? On l'a appelé avec super et les trois paramètres qui vont initialiser la référence, le libellé et le prix. Vous voyez? Donc, je fais super, ref, lib et px. Ensuite, comme autre instruction de ce constructeur de la sous-classe, je vais ajouter les autres affectations, les autres initialisations. Date de fabrication égale DF, date d'expiration égale DE et condition égale compte, par exemple. Et en fait, c'est ce qu'on vient d'expliquer dans la diapo précédente, que tout constructeur de la sous-classe doit faire appel au constructeur de la superclasse en utilisant le mot super, et en spécifiant les paramètres qu'il faut. En première ligne du constructeur de la sous-classe. Et après, on ajoute les instructions manquantes qui sont spécifiques au constructeur de la sous-classe. Maintenant, quand je veux créer, regardez le cadre en rose en haut,
Quand je veux créer un produit alimentaire PA, donc produit alimentaire PA égale new produit alimentaire, et je vais renseigner les six attributs. La référence, le libellé, le prix, en fait, la new date, etc., new date de fabrication, d'expiration, et les conditions qui sont sous forme de chaîne de caractères. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? L'appel de constructeur de la superclasse, de la superclasse, donc constructeur de la sous-classe. Est-ce que vous avez des questions? Ou alors c'est clair? Madame, Oui? Oui? pour le constructeur de la deuxième classe, la classe fille, produits alimentaires, Oui? le constructeur vide de cette classe, c'est fait trois paramètres. Raouli, la question, tu me répètes la question? Si on veut définir un constructeur vide de la deuxième classe, Mhm. نديرو trois paramètres, نديرو les paramètres ref ou lib هذيك و px. Un constructeur vide dans la sous-classe. Oui, est-ce que لازم نديرو les comme paramètres خلينا تاع la classe mère. Alors, regarde, si tu écris un constructeur comme ça, regarde, si tu fais, je vais écrire dans le chat, hein. Si tu fais produit, bon, on l'a appelé comme ça, c'est-à-dire que tu vas faire une surcharge de constructeur dans la sous-classe. Tu vas ajouter un autre. Et tu fais ça. OK? D'accord. Tu vois ce que j'écris dans le chat. Si Oui, tu oui. fais ça. En fait, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura implicitement un appel comme ça. Implicitement, le compilateur, il va ajouter super sans paramètre. D'accord. D'accord? OK. D'accord. Mais là, il y aura une erreur car On a on n'a déclaré un pas, constructeur avec paramètres. oui, on n'a pas produit en fait comme ça dans la classe produit, dans la classe mère. On n'a pas un constructeur dans la classe mère comme ça. Erreur car on n'a pas un constructeur produit sans paramètre comme ça dans la classe mère. D'accord? Donc, ce qu'il faut faire, je ne sais pas si tu en as besoin, tu ajoutes aussi, si tu as besoin de Un garder un constructeur produit alimentaire vide vide. comme ça, oui, tu ajoutes aussi dans la classe mère, tu ajoutes produit comme ça. Voilà. Et il n'y aura pas de problème. Et est-ce qu'on Oui. peut définir un autre constructeur de la deuxième classe, نديرو super, Hein? et entre parenthèses les paramètres de la première classe. Est-ce que Attends, c'est tu vas écrire ça. Attends. Je vais écrire ce que tu veux. Alors, produit alimentaire, automatique تكون vide? tu mets pas tu mets des paramètres ou tu ne mets pas? On ne met pas, non, non. On met des Tu paramètres ne mets pas. super. Alors, tu ouvres et tu fais super. De quoi? F ou PX ou LB. Oui, lib et px. Tu vas faire ça. Agda. Oui, Tu veux faire voilà. ça. Oui. Et ref, lib et px, ils sont où? Tu dois les faire passer en paramètres de produits alimentaires. Ils n'ont aucune valeur, Agda. Super. Il faut les faire passer en paramètres de produits alimentaires. Tu dois faire passer les trois paramètres. D'accord. Sinon, c'est pas correct. Syntaxiquement, déjà, c'est pas correct. D'accord. Voilà.
C'est bon. Merci, madame. Rien ne t'empêche d'avoir plusieurs constructeurs dans la classe mère ou là dans la classe fille, mais il faut bien les écrire. Il faut respecter les règles. Voilà, donc vous lisez juste cette diapo, on l'a déjà dit tout à l'heure, hein. Voilà, donc tout à l'heure, j'ai dit tout ce que vous avez dans la superclasse, vous pouvez y accéder dans la sous-classe. Et vous pouvez donc accéder à un attribut en mettant super point le nom de l'attribut. Vous pouvez appeler une méthode en mettant super point le nom de la méthode. Mais après, on vous dit, le mot super n'est pas obligatoire. C'est-à-dire, vous pouvez accéder directement avec le nom de l'attribut ou le nom de la méthode directement dans une classe dérivée, une classe phi. D'accord? Pour un attribut, une méthode qui sont définies dans la classe mère. Bon, le contraire n'est pas vrai, hein. Mais on vous dit, vous n'êtes pas obligé d'utiliser super si vous n'avez pas redéfini l'attribut ou la méthode dans la sous-classe. D'accord? Quand je dis redéfinir, ça veut dire dans la classe A, par exemple. Redéfinir, c'est quoi? Dans la classe A, j'ai un attribut qui s'appelle X, et dans la classe B, j'ai un attribut qui s'appelle X. Mais il faut savoir que là, c'est une redéfinition, c'est-à-dire le X de B, ce n'est pas le X de A. D'accord. Dans ce cas, quand je veux faire référence au x de A à l'intérieur de B, je mets super.x. Maintenant, je suis obligée parce que j'ai redéfini. La même chose pour les méthodes. D'accord. Si j'écris une méthode M dans la classe A et une méthode M dans la classe B. Et si je veux dans la classe B, appeler la méthode de la classe A. Je mets super.m pour dire que j'appelle la méthode de la classe A. Mais s'il n'y a pas de redéfinition, j'appelle directement la méthode. D'accord? Je peux appeler directement la méthode ou l'appeler avec super. Bon, on termine juste sur cet exemple. Voilà, donc là, j'ai repris la classe produit, rien de spécial, un constructeur avec 3 paramètres. J'ai ajouté une méthode modifiée, en fait, qui va modifier le libellé, qui va modifier le prix. Donc, new libellé, new prix. D'accord. Libellé, il va avoir un nouveau libellé et le prix va avoir un nouveau prix. Bon, on aurait pu mettre des sets, par exemple. 7 libellés, 7 prix, etc. Donc, là, c'est juste une méthode banale de modification des attributs. Bon, la même chose, j'ai repris toute la première partie de l'exemple, donc rien de spécial aussi. Produit alimentaire, extends produit, donc j'ai déjà ajouté la date de fabrication, condition et la date d'expiration. Le constructeur, il fait appel au constructeur de la superclasse. Après, on renseigne les 3 autres attributs. La méthode modifiée, voilà.
Donc, j'ai écrit une méthode modifiée qui va modifier le libellé, le prix, la date de fabrication et la date d'expiration. Donc, je veux que la méthode modifiée de la classe produit alimentaire, elle fait quoi? Je veux qu'elle modifie en même temps le libellé, le prix, la date de fabrication et la date d'expiration du produit. Donc, si je dois modifier libellé et prix, pardon, j'appelle la méthode modifiée de la superclasse. J'écris super.modifier et je donne les deux attributs, libellé et prix. Parce que regardez la méthode modifiée de la superclasse, voilà. Elle accepte en entrée deux paramètres, le nouveau libellé et le nouveau prix, et elle change le libellé et le prix du produit. D'accord. Donc, je vais juste l'appeler super.modifier et je vais lui donner les deux paramètres, le nouveau libellé et le nouveau prix. Voilà, donc c'est un appel d'une méthode de la superclasse dans la sous-classe. Donc, c'est ce qu'on disait, super, point, le nom de la méthode, et on met les paramètres. En bas, on va continuer à modifier la date de fabrication et la date d'expiration. Donc, on met date de fabrication égale new, la date de fabrication, et date d'expiration égale nouvelle date d'expiration. Donc, ici, le new, ce n'est pas une création, c'est pour dire nouvelle date. Nouvelle date d'expiration, nouvelle date de fabrication. D'accord? Donc, c'est juste un appel d'une méthode de la superclasse dans la sous-classe. OK? Est-ce qu'il y a des questions? Sinon, je vais m'arrêter là. Je vais vous envoyer les diapos. À la fin, il y a un petit exercice où vous devez réfléchir pour la prochaine séance. Il est simple, l'exercice. Donc, définition de sous-classe à partir d'une superclasse. C'est un petit exercice d'application. Voilà, donc s'il n'y a pas de questions, on va arrêter. Je vous remercie pour Madame, votre écoute. Oui, madame, oui, pour le devoir de Java, oui, oui, exercice 1, la question où vous demandez d'afficher toutes les chaînes ayant S pour préfixe. oui. Pour l'exemple, pourquoi c'est écrit info? Non, S, c'est pas la lettre S. Ah, ok, donc on doit préciser. Je donne une chaîne S, par exemple, c'est la chaîne info. Vous allez me chercher toutes les chaînes qui ont info comme préfixe. S, c'est pas la lettre S, c'est une chaîne. Ah, d'accord, donc on demande à l'utilisateur le préfixe, c'est ça? D'introduire le préfixe qu'il veut, oui. Oui. D'accord, merci. Madame, Oui, madame, et pour la oui, question du premier exercice, la dernière, celle où il faut extraire toutes les sous-chaînes entre la position 2 et 5. Madame, oui. est-ce que juste extraire une seule, la sous-chaîne qui est formée à partir justement de la deuxième jusqu'à la 5e position, ou bien toutes les chaînes qui existent entre la deuxième et la 5e position? Là, non, non, la sous-chaîne complète entre la position de début et la position de fin. Ça veut dire que pour chaque chaîne Une seule. vecteur, on a une Pour seule chaque sous-chaîne. chaîne du vecteur, vous allez extraire toutes les sous-chaînes qui sont comprises entre les indices début et fin. Donc, par exemple, la chaîne de l'indice 2 à 3, ensuite 2, 4, non, 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 etc. Non, non. Une seule, Tu madame, prends, une je ne seule sais pas si je me pour rappelle bien. chaque. C'est un vecteur de chaîne. C'est ça, c'est un vecteur Oui, de chaîne de caractères. Yes. oui, Après, tu vas demander, tu vas dire, donner les indices, en fait, les indices délimiteurs de l'extraction. oui. D'accord? On va te dire 2, 5. Ça veut dire que tu vas prendre la première chaîne de ton Mhm. vecteur, tu vas extraire la sous-chaîne qui se trouve entre les indices 2 et 5. D'accord. Tu vas prendre ta deuxième chaîne et tu vas extraire la même chose, le morceau de chaîne qui se trouve entre les indices 2 et 5. Ce n'est pas l'indice du tableau. Oui, Ce n'est oui, pas j'ai les indices compris. du tableau. C'est les indices de la chaîne. C'est à l'intérieur de la chaîne. D'accord, madame. Merci. De rien.
D'autres questions?